Nous approchons de la fin de notre étude des différents algorithmes de tri et ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est la notion d'optimalité. Plus précisément, est-ce qu'il est possible de faire sensiblement mieux qu'un tri fusion ou qu'un tri rapide? Donc, est-ce que grand O de n fois log de n, c'est une borne qu'il sera impossible de vaincre? Alors, la réponse à cette question, c'est non. On ne peut pas faire vraiment mieux qu'un tri fusion ou qu'un tri rapide. Alors, la proposition que nous allons essayer de démontrer, c'est que pour trier n éléments, un algorithme de tri qui est basé sur des comparaisons, il a au minimum une complexité en n fois log 2 de n comparaisons. Donc, le tri rapide et le tri fusion atteignent la meilleure complexité possible. Alors, si on veut prouver cette proposition, on peut commencer par constater qu'il y a factoriel de n ordres possibles pour n éléments. Essentiellement, on peut en faire toutes les permutations, donc chacun des n éléments peut être le premier. Si on a choisi le premier, chacun des n-1 suivants peut être placé en deuxième position, puis chacun des n-2 suivants en troisième position, etc. En tout, on a un factoriel de n permutations possibles. Et donc, si par exemple on prend l'exemple de trois éléments à trier, A, B et C, eh bien on a 6 permutations possibles, c'est la factorielle de 3. Alors, quand on fait une comparaison dans notre algorithme de tri, ça nous permet de séparer l'ensemble des permutations en deux parties. Alors par exemple, si je fais la comparaison, est-ce que A est plus petit que B? Est-ce que l'élément A est plus petit que l'élément B? Eh bien, si la réponse est oui, je n'ai plus que les permutations ABC, ACB et CAB à considérer. Si la réponse est non, alors il ne me reste que les permutations BAC, CBA et BCA. Alors, quand je fais une comparaison, idéalement, la meilleure solution, c'est de séparer l'ensemble des permutations qu'il me restait comme possibilité de résultats triés en deux parties égales. C'est ce que j'ai fait ici. Alors si je continue, je, je choisis par exemple pour les permutations où j'ai eu une réponse oui à A plus petit que B, je fais le test est-ce que B est plus petit que C. Si c'est oui, j'ai fini de trier. Je sais bien que l'ordre c'est ABC. Mais si c'est non, il me reste deux possibilités. Soit l'ordre est ACB, soit l'ordre est CAB. Alors, trier complètement, faire un algorithme de tri complet, ça consiste à être capable de faire toutes les permutations, toutes les comparaisons pour arriver à un arbre de décision complet où j'ai dans chacune des feuilles une seule permutation qui est disponible. Donc, si je veux compléter mon arbre de décision ici, eh bien, je dois comparer dans ce cas-là A plus petit que C. Si oui, j'ai la permutation ACB, sinon ce sera CAB. Et puis je dois faire de même de l'autre côté, je compare A plus petit que C et B plus petit que C. Alors, dans une exécution particulière d'un algorithme de tri, je vais suivre un seul chemin allant de la racine de cet arbre où j'avais 6 permutations jusqu'à une feuille de cet arbre où je n'ai plus qu'une seule permutation. Alors, si l'ordre final est ABC ou BAC, mon algorithme de tri se terminera un peu plus tôt puisque je ne devrais faire que deux comparaisons. Mais dans la plupart des cas, je devrais faire trois comparaisons pour arriver aux feuilles ACB, CAB, BCA et CBA. Alors, c'est cela qui détermine la complexité de mon algorithme. C'est combien de comparaisons est-ce que je dois faire. Donc, c'est la longueur totale du chemin qui va de ma racine à ma feuille. Alors, l'algorithme de tri optimal, c'est celui qui permet de minimiser cette distance entre les feuilles et la racine. C'est donc celui qui étale le plus mon arbre binaire de décision, qui le rend le moins haut possible. Or, un arbre binaire, comme celui-ci, eh bien, le nombre de feuilles qu'il a va être au plus de 2 exposant la hauteur. Donc,
un arbre binaire de factoriel de n feuilles. Pour le créer, on a besoin d'une hauteur qui est au moins du logarithme en base 2 du nombre de feuilles, donc du logarithme en base 2 de factoriel de n. Or, le logarithme en base 2 de factoriel de n, c'est à peu près n fois le logarithme en base 2 de n. Donc, on ne peut pas faire mieux avec des comparaisons que une complexité en n fois le logarithme en base 2 de n. Alors, d'accord, on ne peut pas faire mieux, mais est-ce qu'on ne peut pas quand même faire un peu mieux que l'optimum? Et la réponse est oui, parce que dans la démonstration qu'on a faite, on a supposé qu'on faisait des comparaisons. Mais qu'en est-il si nous ne faisons pas de comparaison dans notre algorithme de tri? Si nous utilisons autre chose pour trier? Alors, ce ne sera pas possible dans le cas général. Dans le cas général, la seule manière de trier, c'est de faire des comparaisons. Mais il y a toute une série de cas particuliers où on va être capable d'utiliser des propriétés connues des données pour améliorer la situation. Alors, pour prendre un exemple, comment est-ce que vous faites pour trier un jeu de cartes par couleur? Donc, vous voulez avoir d'abord tous les trèfles, puis les carreaux, puis les cœurs, puis les piques, pour respecter l'ordre des annonces au bridge. Alors, je doute très fort que pour trier un jeu de cartes ainsi, vous choisissiez, maintenant que vous avez suivi le cours d'algorithme, de faire un tri rapide, même si le tri rapide est évidemment très rapide. Je suppose fortement que même connaissant le tri rapide, votre choix se portera sur un autre algorithme. Alors, typiquement, si vous triez un jeu de cartes, alors ici, je n'ai que deux couleurs, j'ai des trèfles et des cœurs, eh bien, si vous les triez, vous n'avez pas besoin de comparer. Vous n'avez pas besoin à chaque fois de vous dire, ah, trèfle les plus petits cœurs, donc je vais faire ceci. Ah, trèfle les plus petits cœurs, donc je vais faire cela. Non, vous savez que vous avez uniquement des trèfles et des cœurs ici. Donc vous allez faire un paquet de trèfles et un paquet de cœurs. Et vous allez transférer, parcourir toutes vos cartes et puis faire d'un côté toutes les trèfles à gauche, toutes les cœurs à droite. Et quand vous avez fini, vous pouvez les remettre ensemble. À aucun moment nous n'avons dû comparer deux cartes. Nous avons simplement dû décider que nous avions deux paquets, un paquet de trèfle et un paquet de cœur, et on a dû choisir dans quel paquet le mettre. Alors ça, c'est l'idée de base d'un tri qu'on appelle le tri-comptage. Alors, le tri-comptage, c'est un tout petit peu plus compliqué que ce que je viens de vous montrer parce que on travaille avec des tableaux. On ne travaille pas avec des paquets de cartes. Et donc, quand on travaille avec des tableaux, eh bien, il faut toujours être sûr qu'on a une place pour mettre un élément, etc. Alors, le tri-comptage, il va fonctionner en deux étapes. Tout d'abord, on va parcourir une fois le tableau et on va simplement compter combien d'éléments de chaque sorte apparaissent. Donc, j'ai ici 6 trèfles et 4 cœurs. Et puis, je vais travailler avec un tableau annexe dans lequel je vais stocker la version triée. Et dans ce tableau annexe, ce que je vais faire, c'est que je vais placer plusieurs indices. Je place mon indice trèfle ici, qui dit que les trèfles commencent là. Et puis, je place mon indice cœur ici, qui dit que les cœurs commencent là. Alors, je sais que les cœurs commencent là, parce que je dois d'abord mettre 6 trèfles, et donc les cœurs commencent en 7e position. Une fois que j'ai mes deux indices, eh bien, je vais déplacer mes cartes du tableau original au tableau destination. Alors, le 2 de trèfle, je le déplace là où il y a actuellement l'indice trèfle, puis j'incrémente mon indice trèfle. Pareil pour le 7 de trèfle. Le 3 de cœur va sur l'indice cœur, et j'avance l'indice cœur. Le 6, le 4 et le 8 de trèfle vont sur l'indice trèfle et avancent. Le 5 de cœur va sur l'indice cœur et avance. Le 10 de cœur également. Le 5 de trèfle va à sa place. Et enfin, le 7 de cœur. Et voilà, j'ai trié parfaitement tous mes éléments en ne faisant aucune comparaison. Regardons maintenant le pseudocode de stri. Donc notre fonction tri-comptage reçoit en entrée un tableau A de n éléments. La valeur B qui est le nombre de valeurs possibles que peuvent prendre ces éléments, de valeurs distinctes au sens du critère de tri qu'on a choisi. Et le dernier paramètre, c'est une fonction clé, qui est une fonction qui prend en entrée le type des éléments qui sont stockés dans A,
et qui retourne en sortie une valeur entière entre 1 et B qui nous spécifie donc la clé euh, de tri qu'on va utiliser. Si on reprend l'exemple précédent, donc du tri d'un ensemble de cartes par couleur, eh bien cette fonction prendra en entrée un, une carte, donc le valet de pique par exemple, ou le 5 de cœur, et en sortie, elle nous donnerait un nombre entre 1 et 4, ayant décidé que 1 correspondait à trèfle, 2 à carreau, 3 à cœur et 4 à pique. Donc si elle reçoit le valet de pique en entrée, elle nous renvoie 4. Si elle reçoit le 5 de trèfle en entrée, elle nous renvoie 1. L'algorithme en lui-même est composé de 3 boucles. La première va compter le nombre d'éléments de chaque type de clé qui sont présents dans le tableau. Ça nous crée un tableau C de compteur. La deuxième utilise ce tableau de compteur pour générer un tableau d'indices. Alors il le fait en place, donc en fin de boucle, le tableau C ne contient plus des compteurs mais bien des indices. Chaque indice correspond à l'emplacement auquel il faut écrire le premier élément de chaque type de clé. Donc en C de 1, on a l'indice 1, puisqu'on commence à écrire au début du tableau. En C de 2, on va avoir l'indice du premier élément de clé 2. Alors, comme on a d'abord écrit tous les éléments de clé 1 devant, on doit ajouter le nombre d'éléments de clé 1 à l'indice du premier élément de clé 1 pour avoir l'indice du premier élément de clé 2. Et puis, pour avoir l'indice du premier élément de clé 3, on doit ajouter le nombre d'éléments de clé 1 et de clé 2 à l'indice du premier élément de clé 1, etc. Alors, c'est ce que fait cette boucle. Alors, elle a un format qui vous est peut-être pas familier, euh, qui correspond à un ensemble de langages comme Python par exemple, où une fonction peut retourner plusieurs valeurs, ou une affectation peut s'effectuer sur plusieurs valeurs à la fois. En C++, la notation suivante vous paraîtra peut-être plus intuitive. Donc, ce que fait la boucle, c'est qu'elle stocke temporairement la valeur du nombre d'éléments de... Donc, temp va stocker le nombre d'éléments de clé i, puis on va remplacer ces deux i par la valeur de l'indice qui doit être donc de l'indice du premier élément de clé i. Et puis on incrémente notre compteur d'indice général qui commence à 1 pour l'élément de clé 1 et auquel on ajoute à chaque fois temp, donc le nombre d'éléments de clé i. Donc en sortie de cette deuxième boucle, on a tous nos indices de départ pour toutes les clés. Et puis on crée un nouveau tableau de même taille que A qui va stocker les éléments de A qu'on aurait déplacés. Et donc on va de nouveau parcourir A. Et notre parcours de A, essentiellement ce qu'il va faire, c'est qu'il va déplacer l'élément dans le tableau B. Alors pour savoir où, il suffit d'aller chercher dans le tableau d'indices quel est l'indice courant de la clé de cet élément. Et puis on incrémente cet indice courant pour qu'il pointe sur un emplacement qui est vide. Quand on a parcouru tous les éléments du tableau A et qu'on les a déplacés dans le tableau B, on peut retourner le tableau B, qui est le tableau résistant. Alors cet algorithme, il est stable. Clairement, on va déplacer les clés identiques dans le même ordre que l'ordre initial, donc on ne va pas changer l'ordre des clés identiques. C'est un algorithme qui n'est pas en place, il a besoin de deux tableaux auxiliaires, un tableau pour stocker les compteurs et les indices, et puis un tableau pour la sortie, parce qu'on va faire des déplacements. Alors techniquement, il est possible d'écrire des algorithmes de tricomptage qui se font en place, mais en général, alors ils ne seront plus stables. Donc, c'est pas nécessairement intéressant. Alors, lequel de ces deux tableaux est le plus grand? Normalement, ça doit être le tableau pour la sortie. Dans les conditions idéales, on utilise le tricomptage que quand B est sensiblement plus petit que N. Donc, normalement, le tableau pour les compteurs est négligeable. S'il ne l'est pas, c'est que le choix d'un tricomptage était un mauvais choix. En termes de complexité, pour
trier un tableau de n éléments qui peuvent prendre b valeurs différentes, donc avec b clés différentes. On va effectuer 2 passages sur un tableau de n éléments et un passage sur le tableau des b compteurs. Donc la complexité sera linéaire en n plus b. Alors c'est sensiblement mieux qu'un tri rapide ou qu'un tri par fusion si b est petit ou de même ordre de grandeur que n. Dans ce cas-là, on a une complexité qui est linéaire en n. Par contre, si b est plus grand que n, ça peut être un très mauvais choix. Ce tri comptage va également nous servir pour un deuxième tri qu'on appelle le tri par base. Son principe, c'est que on veut trier des éléments qui sont probablement trop nombreux, en tout cas dont les clés sont trop nombreuses pour le faire directement par tri comptage, mais que l'on peut diviser en sous-clés. Par exemple, ici, on a des entiers entre 0 et 99, et on peut choisir de les trier selon 2 critères. D'abord, trier par unité, donc trier ensemble, considérés comme égaux 65, 15 et 45, parce qu'ils finissent tous par 5. Et puis ensuite, on les triera par dizaines, donc considérés comme égaux 65 et 61, parce que tous les deux sont 60 quelque chose. Alors ce tri par unité, on va le faire par tri comptage. Et donc la première étape consiste à compter combien il y a d'éléments de chaque sorte. Donc on trie par unité, donc le nombre d'éléments qui finissent par 0, le nombre d'éléments qui finissent par 1, le nombre d'éléments qui finissent par 2, etc. jusqu'au nombre d'éléments qui finissent par 9. Et puis générer les indices de départ pour ces différents éléments. Alors nous n'avons pas d'éléments qui finissent par 0, donc l'indice de départ de 0 et de 1 sont les mêmes. Par contre, nous avons deux éléments qui finissent par 1, 41 et 61. Et donc, on laisse deux places pour les éléments qui finissent par 1. Donc, les éléments qui finissent par 2 commenceront à la troisième place. Il y en a deux, 12 et 42. Et donc, les éléments qui commencent à la troisième, qui finissent par 3 commenceront à la cinquième position, etc. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire notre tri par base. Donc, on commence par déplacer 65, on le met à l'élément, à l'emplacement de l'indice 5, et on incrémente l'indice 5 à l'élément suivant. On continue notre tri par base, on déplace le 12, le 23, etc. À chaque fois, on déplace l'élément à l'indice indiqué par sa clé, donc par son unité. 19 enfin parce qu'il finit par 9, 41 va aller au début parce qu'il finit par 1. On continue ainsi jusqu'à ce qu'on a trié tous nos éléments selon le critère de d'abord les éléments de petite unité et puis les éléments de grande unité. Donc on a 41 et 61 qui sont égaux selon le critère de l'unité, suivi de 12 et 42 qui sont égaux selon le critère de l'unité, suivi de 23, 33 qui sont égaux, suivi de 4 qui est tout seul, suivi de 65, 45 et 15 qui sont égaux, etc. Une fois qu'on a fait ce premier tri-comptage, on va faire un deuxième tri-comptage en utilisant un autre critère, le tri par dizaine. Donc selon le tri par dizaine, ce qui nous intéresse, c'est de mettre ensemble tous ceux qui sont entre 0 et 9, puis tous ceux qui sont entre 10 et 19, puis tous ceux qui sont entre 20 et 29, etc. De nouveau, on va compter combien il y a d'éléments de chaque clé, et on va générer les indices. Donc on a un élément qui est entre 0 et 9, donc on commence évidemment avec les éléments tout à fait à gauche, à la première position, et puis qu'on a un élément entre 0 et 9, eh bien, les éléments qui contiennent une dizaine commenceront à la deuxième position. On a 4 éléments qui incluent une dizaine, on a le 12, le 15, le 17 et le 19, et donc ces éléments vont prendre 4 places, et donc les vingtaines commenceront à la sixième position, etc. De nouveau, on effectue notre tri-comptage. Donc on commence par déplacer 41, qui va à l'emplacement des quarantaines et qui fait avancer l'indice des quarantaines. Ensuite, 61 va à l'emplacement des soixantaines et fait avancer son indice. Et ainsi de suite, ainsi de suite. On va déplacer tous nos éléments dans notre tableau en déplaçant un élément, un indice, un élément, un indice, un élément, un indice, etc. Alors, quand on aura fini
de faire ce deuxième tri, on aura un tri qui est complet, c'est-à-dire qu'on a l'ordre complet des entiers. Parce qu'en triant par unité et puis par dizaine, avec un tri stable, et c'est important que le tri de comptage soit un tri stable, on arrive à faire un tri qui maintenant fonctionne avec un critère qui est valable pour tous les entiers entre 0 et 99. Si on avait des valeurs au-delà de 99, il faudrait sans doute faire un troisième tri avec les centaines, voire un quatrième tri avec les milliers, etc. Mais de toute façon, il y a un moment où on arriverait à tout trier. Alors ici, je donne l'impression d'avoir utilisé trois tableaux. Il est clair que j'aurais très bien pu réécrire sur le tableau original pour mon tri par dizaine. Donc la vraie exigence en termes spatial, c'est d'avoir un tableau auxiliaire. On n'a pas nécessairement besoin d'en avoir plus. Le pseudocode du tri par base, il est extrêmement simple. Pour trier par base un tableau T à des chiffres, donc des éléments ont des chiffres, alors ça peut être des chiffres, ça peut être des caractères pour des chaînes de caractères, ça peut être n'importe quoi. Mais essentiellement, on va trier un chiffre à la fois. Et à chaque fois, on va le faire avec un tri stable. Alors, ça doit être un tri stable. Assez clairement, on va en général privilégier le tri comptage. Alors, ce tri par base, il est stable lui aussi. Si on a deux éléments qui sont égaux au sens général du terme, ils seront aussi égaux euh, au sens de chacun des critères de tri, chiffre par chiffre. Et donc, logiquement, si les tris sont stables chiffre par chiffre, ils le seront aussi pour le tri général. Alors, c'est stable à condition qu'on ne le fasse pas en place, évidemment. Si on commence à le faire en place, ça peut être plus compliqué. Mais essentiellement, les demandes en termes d'espace, mémoire, sont les mêmes que pour un tri comptage. Simplement, on va réutiliser le tableau d'origine comme destination du deuxième tri comptage, et puis le tableau de destination du premier tri comptage comme destination du troisième, etc. La complexité, pour trier n éléments qui peuvent prendre B exposant D valeurs, si on reprend notre exemple précédent, on aurait 10 exposant 2 valeurs. Donc 10, c'est le nombre de valeurs différentes que peut prendre un chiffre. Et 2, c'est le nombre de chiffres qu'on avait à considérer. De manière générale, donc c'est B exposant D. B, c'est la base sur laquelle on se base. Ça peut être binaire, donc on aurait 2 exposant le nombre de bits qu'on veut traiter. Ça peut être décimal, donc on aurait 10 exposant le nombre de chiffres décimaux qu'on veut traiter. Ça peut être octet par octet, donc avec B qui vaut 256, et D qui est le nombre d'octets utilisés pour représenter les valeurs. Dans tous les cas, on va avoir des tri-comptages qui seront effectués, donc 2 fois D passages sur le tableau de n éléments et D passages sur le tableau de B compteur. Et donc en tout, une complexité qui est proportionnelle au produit de D et de la somme de n plus B. Donc qui correspond à la complexité de D tri-comptage. Il y a de nombreux cas où si le nombre total de valeurs n'est pas trop important, le tri par base sera plus efficace qu'un tri rapide ou qu'un tri par fusion. Son principal défaut, c'est qu'il est beaucoup moins général. Avec un tri rapide ou un tri fusion, vous pouvez trier n'importe quel type d'élément sur lequel vous pouvez définir une comparaison, alors que pour faire un tri par base, vous êtes obligé d'être capable de définir des fonctions clés pertinentes qui divisent vos éléments en chiffres et pour chacun de ces chiffres de faire une fonction clé qui fonctionne. Donc c'est un petit peu moins facile à mettre en place qu'une simple fonction de comparaison. Alors, ça termine globalement notre couverture des algorithmes de tri dans ce cours de algorithmique et structure de données. Mais on est loin d'avoir tout vu. Alors, si on regarde sur la page Wikipédia de tous les algorithmes de tri en anglais, on a un ensemble de tri échange, et parmi les tris par échange, nous avons vu le tri à bulles et le tri rapide, qui sont les deux tris par échange que nous avons jusqu'à présent.
Euh, il y a aussi un ensemble de tri par sélection, dont nous avons vu jusqu'à présent uniquement le tri par sélection lui-même. Il y en a toute une série d'autres. J'ai mentionné Cycle Sort, qui est celui qui minimise le nombre d'écritures. Et nous verrons plus tard, au chapitre 4, le tri par tas, donc Heap Sort. Il y a aussi des tris par insertion. Alors, des tris par insertion, nous en avons vu deux jusqu'à présent, le tri par insertion lui-même et le tri de shell. Nous verrons au chapitre 5 qu'il est aussi possible d'utiliser des arbres pour trier. Et donc, on verra le tree sort. Nous avons un ensemble de trifusion. Alors, nous avons uniquement vu le trifusion par lui-même, mais il en existe toute une autre euh, série. Il y a également des tris par distribution, ce que nous venons de voir, donc le tri comptage et le tri par base, mais il y en a toute une série d'autres qui sont éventuellement plus adaptés ou pas à d'autres structures de données. On trouvera aussi des tris concurrents dont nous n'en voyons aucun. Des tris hybrides que j'ai mentionnés à plusieurs reprises, donc typiquement qui utilisent des tris rapides ou des tris fusion pour les grands tableaux, et puis qui utilisent plutôt le tri par insertion quand les tableaux deviennent petits. Et puis il y en a toute une série d'autres. Si vous trouvez ces tris trop efficaces, alors il y a une alternative possible, c'est d'aller voir sur XKCD. Et là, Randall Munroe vous propose toute une série de tris franchement très peu efficaces. Un des moins efficaces qu'il propose, alors vous pouvez le voir si vous restez avec votre souris sans bouger sur l'image, c'est StackSort, qui consiste à se connecter sur Stack Overflow, à faire une recherche sur trier une liste, et puis à downloader et à faire tourner le code euh, qui a été téléchargé jusqu'à ce que la liste soit triée. Alors, c'est pas nécessairement le tri que je vous conseille le plus de mettre en œuvre. D'ailleurs, mais si vous voulez l'utiliser, il a été mis en œuvre. Vous pouvez aller le chercher à cette adresse-là. Ce que je vous conseille de faire, juste pour le fun. Voilà. Ça termine notre exploration des différents algorithmes de tri. Il nous restera une dernière chose à faire, qui est de voir comment ces algorithmes de tri sont utilisés par la librairie standard en C et en C++. Merci.